Ce que je vais vous présenter, c'est des travaux conduits à l'intérieur d'un domaine de recherche qu'on appelle la théorie de la charge cognitive. Et ce que j'ai essayé de proposer, c'est comment les travaux dans ce domaine peuvent contribuer à identifier des pistes de travail très concrètes au service de la différenciation pédagogique. Cette théorie, elle est fondée sur des idées en nombre très limité. Premièrement, on doit être concentré, on doit fournir des efforts cognitifs pour apprendre des connaissances scolaires. La deuxième chose qui caractérise les apprentissages scolaires, c'est que bien souvent, on peut distinguer la tâche qu'on fait faire aux élèves du motif pour lequel on fait faire la tâche, c'est-à-dire l'apprentissage visé. Quand on donne un problème en mathématiques à des élèves, ce n'est pas pour qu'ils résolvent le problème. La résolution de problème, ça n'est que le moyen. Le but, c'est qu'à travers la résolution de ce problème, ils élaboreront une nouvelle connaissance mathématique, ils identifieront une propriété, ils mettront en œuvre une procédure. À partir de là, les collègues qui ont élaboré cette théorie autour de John Sweller, donc en Australie, ont identifié 3 sources de charge. La charge intrinsèque, c'est celle qui est mobilisée par les informations qu'on doit traiter pour réaliser la tâche. La charge extrinsèque, c'est toutes les informations qui sont sur le support alors qu'elles ne sont pas au service des apprentissages, les informations inutiles. Et la troisième charge, la charge essentielle, c'est la charge, les efforts dévolus à l'apprentissage lui-même, c'est-à-dire à l'élaboration de nouvelles connaissances, à la transformation de connaissances chez l'élève. On prend une tâche, on la présente d'une façon A, on la présente d'une façon B qui est censée diminuer la charge cognitive, on prend 100 élèves, on les répartit aléatoirement dans les 2 conditions expérimentales, pré-test, post-test, et on regarde s'il y a une différence entre les 2 groupes post-test, si et seulement si, bien entendu, les 2 groupes étaient au même niveau au pré-test. Puis quand on obtient un effet, on essaie de le répliquer, on le réplique généralement 3-4 fois. Les effets que je vais vous présenter maintenant sont donc utilisés pour réduire la charge extrinsèque, voire, quand c'est possible, réduire la charge intrinsèque pour libérer des ressources au service des apprentissages. Et je vais vous parler de ça sous l'angle de la différenciation pédagogique. Chaque fois qu'on a découvert un effet qui améliore les apprentissages chez les élèves les plus faibles, quasi systématiquement, ça détériore l'apprentissage chez les élèves les plus avancés. Ou on a une absence d'effet chez les élèves les plus avancés, principe. En bleu, sur le côté gauche, c'est des effets qui ont été découverts et qui marchent avec les élèves les plus en difficulté. Et sur le côté droite, c'est quand on a obtenu un effet de renversement de l'expertise, et donc qu'on est obligé de voir que cet effet ne marche pas avec les élèves les plus en difficulté et que c'est autre chose, les plus en facilité, et que c'est autre chose qui marche avec eux. Avec les élèves les plus en difficulté, il vaut mieux ne pas trop spécifier le but du problème, indiquer plutôt à l'élève ce qu'il doit atteindre, tous les buts qu'il peut atteindre, ou une variante de cette consigne, faire tout ce qu'il sait faire ou faire tout ce qu'il peut faire par rapport à une formulation qu'on utilise conventionnellement. Très en droite ligne avec ce type d'effet mis en œuvre, c'est donner à l'élève le problème, donner à l'élève le problème résolu et lui demander d'étudier la solution plutôt que de chercher la solution par lui-même en début d'apprentissage, alterner les problèmes résolus et les problèmes à résoudre, ou donner le problème avec une solution partielle. Des effets, cette fois-ci, purement sur la présentation de l'information, intégrer physiquement les informations que les élèves devront mettre en relation mentalement, alors que souvent, vous avez la figure géométrique d'un côté et l'explication de l'autre, de sorte que l'élève, il faut qu'il comprenne la figure, il faut qu'il comprenne l'explication, et ensuite, il faut qu'il comprenne point par point comment tel passage de l'explication concerne tel aspect de la figure, éliminer toutes les informations inutiles ou décoratives, présenter les sources d'informations que l'élève devra mettre en relation dans des modalités différentes. C'est le fait que les humains puissent mobiliser plusieurs canaux sensoriels pour traiter de l'information fait bien évidemment baisser la charge cognitive par rapport à des situations où un seul canal est utilisé.
Si l'information est complexe, c'est-à-dire si l'élève doit apprendre une connaissance qui met en lien plusieurs composantes et de façon dynamique, alors la plupart du temps, c'est en présentant progressivement, partie par partie, que les élèves les plus en difficulté comprendront, alors qu'on a obtenu ça dans une thèse récemment. Les élèves les plus avancés vont trouver beaucoup plus de sens dans la présentation d'emblée du système complexe. On a un effet d'engagement dans la tâche grâce au système complexe, et les élèves les plus avancés dans le domaine, c'est-à-dire ceux qui ont déjà des connaissances sur les parties du système, eh bien, ils sont capables de comprendre vu qu'ils ont déjà élaboré des connaissances. L'effet de variété des exemples, c'est un peu comme Clermont-Gauthier disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont un peu évidentes, mais ça vaut quand même le coup de les obtenir expérimentalement et de répliquer. La disparition progressive du guidage, là aussi, c'est une évidence, mais ça a été obtenu expérimentalement et répliqué avec les 4 conditions que je vous ai indiquées. Ça, c'est une autre chose qui est assez difficile, c'est l'effet très très positif qui est souvent obtenu avec les consignes d'auto-explication. C'est-à-dire que je présente d'emblée un contenu complexe, mais au lieu de donner une consigne du type « il faut comprendre », on donne une consigne du type « il faut que tu te l'expliques à toi-même » ou « il faut que tu l'expliques à un camarade ». On oublie de dire que ça marche très très bien quand on fait ça avec des élèves qui ont toutes les connaissances pour comprendre ce qu'on leur demande de s'auto-expliquer. Avec les élèves les plus en difficulté, si vous n'êtes pas capable de comprendre, la consigne d'auto-explication, eh ben, elle glisse sur et souvent des consignes plus simples donnent de meilleurs résultats. Le gros problème de l'information orale, comme de l'information visuelle dynamique, c'est que c'est l'information transitoire. À la seconde où vous traitez une information, elle a disparu. Le grand avantage de la lecture, c'est que c'est une information pérenne. Vous pouvez revenir dessus. Vous pouvez relire le passage que vous n'avez pas compris. Et on a eu ce résultat terriblement contre-intuitif qui est qu'un élève dyslexique, le même texte, il le comprend mieux en le lisant qu'en l'écoutant. Sur le travail en groupe, souvent en scénarisant, en organisant, en définissant le travail en groupe, qu'on fait baisser la charge, ou alors, si les enfants apprennent très bien tout seuls, à quoi ça sert de les mettre en groupe, si ce n'est à augmenter l'exigence de la tâche. Mettre en exergue ce qui est important, expliciter les liens entre les parties d'un tout, ça c'est évident, et ça me permet de finir dans les temps.